Invité du Grand Direct ce soir, invité exceptionnel, et nous sommes ravis de l'accueillir dans ce studio, Enrico Macias. Bonsoir Enrico. Bonsoir Jean-Charles. Figure emblématique de la chanson. Vous serez en Israël au mois de mai prochain à l'occasion des festivités de l'indépendance, 66e anniversaire de l'indépendance d'Israël, pour plusieurs concerts dans plusieurs villes, Tel Aviv, Jérusalem, Ashdod, Beersheva notamment. C'est pour vous un événement important que vous teniez à venir célébrer ici, parce que vous venez régulièrement ici chanter. C'est comme si je retournais dans ma famille et que je faisais une sorte de bilan de tout ce que j'ai fait pendant l'année. Puis alors j'arrive en Israël, j'arrive rendre compte à mon public, à ma famille de tout ce que j'ai fait. Et voilà, c'est tout simplement une rencontre, je veux dire, récurrente. Ouais. Alors vous vous produirez avec 40 musiciens sur scène, ça aussi c'est quelque chose de... Alors c'est la première fois que je vais chanter avec mes musiciens, plus l'orchestre de Tom Cohen, on va mélanger la musique arabo-andalouse avec mes chansons, et ça va faire, et il y aura une grande part d'improvisation aussi. Parce qu'il y aura de très très bons, je les ai testés déjà, de très très grands musiciens orientaux qui vivent en Israël et qui véhiculent, si vous voulez mieux, encore cette musique que j'ai pratiquée avec mon père et mon beau-père. Ouais. C'est une sorte de cheminement finalement de venir interpréter ici cette musique arabo-andalouse que vous avez connue enfant en Algérie, et puis ici vous retrouvez finalement aussi ses racines. C'est quoi? C'est un peu aussi comme l'histoire de beaucoup de juifs qui ont immigré ici en Israël? Vous savez, en Israël, c'est un petit peu mon histoire. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de racines qui s'enchevêtrent. Et quel est le pays où on ne pourrait pas exprimer nos racines comme ici? Parce que ici, il y a toutes les traditions occidentales, orientales, en fait du monde entier. Et vous savez, moi je suis un universaliste, et je ne suis pas seulement sectaire pour Israël, je suis contre les frontières d'ailleurs. Mais j'estime qu'en Israël, c'est l'abscisse et les ordonnées, si vous voulez mieux, de toute notre histoire. L'histoire du peuple juif qui a été obligé de vivre dans d'autres pays, et on arrive ici, on a créé l'État d'Israël depuis 1948, et on vient ici pour échanger nos racines musicales. D'ailleurs, ce que je fais moi, je le fais dans le monde entier. Je le fais dans le monde entier. J'essaye d'échanger ma culture avec la culture des autres pays. Et en Israël, alors là, c'est le summum, quoi. Et vous côtoyez ici, comme en Algérie, des Arabes, des musulmans qui sont là et qui vivent en Israël aussi? Ça aussi, c'est important pour vous? Bien sûr que c'est important. Ouais. Je viens de rencontrer une journaliste qui travaille ici, une Israélienne. Je lui demandais comment elle se sentait en tant qu'arabe israélienne en Israël. Elle m'a répondu d'une façon un peu évasive, mais je la comprends. C'est difficile, c'est comme nous quand on vivait, nous les Juifs, quand on vivait dans un pays arabe. Mais je crois que la différence est vite faite. Les Arabes qui vivent en Israël doivent s'estimer heureux, parce que quand même, Israël est une démocratie. Et ils sont tout le contraire de racistes. Vous qui avez chanté la paix, évidemment, et qui continuez de chanter pour la paix, vous avez l'impression, quand vous suivez l'actualité politique, évidemment, ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens, vous avez l'impression qu'il y a une volonté d'y arriver cette fois, là, avec ces négociations qui ont lieu en ce moment? Vous savez, quel que soit l'échec ou la réussite des négociations, moi je pense à la paix dans un plus long terme. C'est la finalité qui compte. Bien sûr, il y aura des embûches, il y aura des couacs, il y aura des dérapages, mais je crois que la destinée finale, c'est la paix. Parce que je ne crois pas que les êtres humains soient assez stupides, que ce soit les Arabes ou les Juifs ou les Israéliens ou les Palestiniens. Je crois qu'à un moment donné, il va y avoir un éclair d'intelligence pour dire il y en a marre de se détruire, construisons quelque chose ensemble. Et c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Vous savez, chacun
un cœur, une âme. Tous les gens ont été créés par Dieu, donc par le même Dieu. Et pourquoi c'est imposer la différence? Il faut au contraire être complémentaire de l'autre pour réussir à construire quelque chose. Et c'est pour ça que, de toute façon, je crois en la paix. Je vais vous donner un exemple. Avant 1948, qui aurait cru qu'on allait avoir un État israélien? Avant. En 1948, on a eu l'État israélien. Qui aurait pensé qu'après la guerre de 1948, on allait se battre contre des multitudes de gens et que le sacrifice des Juifs en passant cette route pour aller à Jérusalem, sur 100 personnes, il y en avait 90 qui mouraient. Il restait 10 et ils sont arrivés à aller à Jérusalem. Qui aurait cru qu'après toutes ces guerres, on allait faire la paix avec l'Égypte? Qui aurait cru qu'on allait faire la paix avec la Jordanie? Bien sûr, je sais que c'est précaire, je sais que c'est difficile. Qui aurait cru que le Yitzhak Rabin et Shimon Peres allaient rencontrer Arafat? Bon, après, ça a foiré, mais c'est pas grave. De toute façon, la finalité, c'est la paix. La paix dans le monde entier. Pas seulement, parce qu'ici, c'est le berceau de l'humanité. C'est le berceau de l'humanité. Donc il faut donner l'exemple. Vous parliez tout à l'heure de ces racines qui s'expriment bien ici en Israël, les vôtres. Les Juifs français aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est devenu plus difficile parce qu'on voit que beaucoup choisissent de venir s'installer en Israël. Est-ce qu'il y a un climat aujourd'hui qui vous déplaît en France, à vous, qui connaissez évidemment très bien ce pays, qui l'avait chanté et rendu hommage plusieurs fois? Vous savez, quand j'ai appris ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai toujours été vigilant devant ce problème de l'antisémitisme. Et moi, j'ai toujours pensé qu'à l'époque, on n'avait pas d'autre choix que de se retrouver à Auschwitz. Et maintenant, il faut penser quand même que nous avons l'État d'Israël et que devant la haine de certaines personnes contre nous, eh bien, il ne faut pas venir en Israël parce qu'on est obligé ou comme réfugié, mais il faut venir en Israël de son plein gré pour mériter de vivre en Israël. Parce que ce pays, c'est un pays qui a une histoire fabuleuse et qui est biblique, c'est le cas de le dire. Donc, pour moi, ça ne m'a jamais étonné de voir l'antisémitisme se développer. Et je pense que tôt ou tard, la bonne solution, c'est de venir de son plein gré en Israël. C'est quelque chose auquel vous pensez, vous, pour vous-même? Bien sûr, ouais. Bien sûr. C'est plus facile maintenant à mon âge, parce que je viens d'avoir 75 ans. Mais pour mes enfants, pour mes petits-enfants, je voudrais bien leur donner l'exemple. Et puis si je commence à venir, ici en Israël, faire mon alia, moi aussi, un jour, dans pas longtemps, c'est pas comme un touriste ou comme quelqu'un qui veut profiter de quoi que ce soit. Je viens de mon plein gré, parce que pour moi, j'ai toujours dans un coin de mon cœur Israël, c'est-à-dire que c'est facile pour moi, je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël, quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France, ça serait vraiment mentir, mais j'aime bien la France, c'est le pays qui m'a découvert et tout ça, mais je suis français aussi, d'accord, mais si on n'accepte pas que je sois français et qu'on me traite de sale juif ou de sale youpin et tout ça, eh bien moi, je sais que tôt ou tard, ça va encore se développer de plus en plus. Alors, tant qu'à faire, il vaut mieux venir ici en Israël de son plein gré, mais pas comme à cause de la violence de l'antisémitisme. Est-ce que vous avez pris cette décision, peut-être aussi parce que ce qui s'est passé récemment, l'affaire Dieudonné notamment, est-ce que ça n'a pas... C'est une décision que j'ai prise depuis très très longtemps, depuis très très longtemps, et je souhaite venir quand tout ira bien en France, pour ne pas qu'on m'accuse de venir
fuyant l'antisémitisme. Ouais. De toute façon, je le combattrai tout le temps, l'antisémitisme. Et justement, vous trouvez qu'il a été bien combattu par le gouvernement, notamment parce que ce qu'il y a eu récemment, ça a été très choquant, évidemment. On a vu ces manifestations d'extrême droite à Paris, l'affaire Dieudonné, évidemment, et tous les débordements auxquels elle a donné lieu. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement et que le ministre de l'Intérieur, notamment Manuel Valls, a été là-dessus à la hauteur? Oui, il a été à la hauteur, mais là où c'est un peu difficile d'en parler, c'est que d'avoir donné trop d'importance à Dieudonné. Vous savez, Dieudonné et moi, on a un point commun. Lui, il véhicule la haine et moi, je véhicule l'amour. Alors, qu'est-ce qui va gagner? Moi, je crois que c'est l'amour qui gagne tout le temps. Alors, pour moi, je voudrais pas trop m'étendre sur la personne même de Dieudonné, mais ce qu'il véhicule, ça, je veux le combattre. Je veux que les gens comprennent une fois pour toutes que tous les gens qui ont suivi le même parcours que Dieudonné, comme Hitler par exemple, eh ben, ils se sont retrouvés complètement anéantis. Et moi, croyez-moi, le sacrifice des Martin Luther King, de Kennedy, de Rabin, de Sadat, ils sont pas morts pour rien. Ils serviront d'exemple justement pour faire changer l'humanité entière et que l'humanité entière ne suivra pas cette violence et cette haine de ces gens-là. Ces gens-là, pour moi, je ne veux même pas dire le nom parce qu'ils n'existent pas. Et quand ils se servent de l'humour en disant la liberté d'expression, alors la liberté d'expression, c'est élastique, c'est-à-dire il faut tuer tous les juifs, c'est la liberté d'expression. Il faut faire des caricatures de Mahomet, c'est la liberté d'expression. Il faut se moquer de Jésus-Christ, c'est la liberté d'expression. Alors c'est fini, on peut plus se battre pour certaines valeurs. Et moi, je veux continuer à me battre pour des valeurs. Ça fait peut-être has-been, ça fait peut-être démodé, mais moi, je m'en fous. C'est ce que j'enseigne. J'ai la chance de pouvoir parler à des millions de gens, et moi, je leur dis, il ne faut pas aller suivre ces gens-là. Il ne faut pas les suivre. Et vous avez l'impression que les Français, quand même, dans leur ensemble aujourd'hui, ne sont pas devenus ou redevenus peut-être antisémites comme il y a eu pendant la guerre. Mais vous savez, même pendant la guerre, il y avait, à mon avis, on ne peut pas compter en pourcentage. Il suffit de 10% de gens qui font du mal pour détruire toutes les valeurs qu'on combat. Mais pour moi, il ne faut pas généraliser. Il y a des gens bien partout. Il y a des gens qui pensent comme moi, qui ne sont pas de la même religion que moi. Il y a des musulmans qui pensent comme moi. Il y a des chrétiens qui pensent comme moi. Il y a des juifs qui pensent comme moi. Malheureusement aussi, il y a des juifs qui ne pensent pas comme moi. Et ça, c'est dommage. Mais moi, je n'ai pas la prétention d'être le représentant de tous ces gens-là. Je voulais vous poser une petite question politique également, parce qu'il nous reste très peu de temps. Vous aviez soutenu Nicolas Sarkozy, avec qui vous étiez très lié pendant la campagne présidentielle. Là, pour les municipales, vous soutenez Anne Hidalgo, candidate de gauche à Paris. Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne change pas mon soutien à Nicolas Sarkozy, mais alors pas du tout, ni mon amitié, ni mon amour pour Nicolas Sarkozy, parce que je considère que c'est l'homme le plus compétent en France pour redresser la situation. D'abord, premièrement. Quant au municipal, je connaissais Anne Hidalgo avant de connaître Nicolas Sarkozy. Et je lui ai dit, si un jour tu te présentes à la mairie de Paris, je te soutiendrai. J'ai tenu ma promesse. Et ça, j'ai immédiatement téléphoné à Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit, voilà, avant que tu l'apprennes par les journaux, je voudrais te dire que je soutiens Anne Hidalgo, parce que c'est une promesse que je lui ai faite avant de te connaître. Et comme d'habitude, comme je l'ai fait pour toi, je le fais pour Anne Hidalgo. Mais ça ne change pas mon soutien à Nicolas Sarkozy. Vous souhaitez qu'il soit candidat en 2017, qu'il revienne, comme il est en train de le préparer là, semble-t-il ? Oui, je souhaite, mais je ne sais pas. Je ne peux pas dire à sa place s'il va revenir ou pas. Mais je pense que c'est ce que je souhaite, moi, personnellement. Alors, un mot de votre carrière, évidemment, exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites non, j'ai plus la force, la pêche de retourner sur scène, ou est-ce qu'il y a toujours le même plaisir quand vous remontez comme ça et vous vous retrouvez face à votre public ? Il y a des moments où je suis un petit peu fatigué, c'est vrai. Je suis un être humain, comme tout le monde. Mais dès que je rentre dans un théâtre, dès que
la musique commence à jouer, dès que les projecteurs s'allument, je deviens un autre homme. Et je suis chez moi. Bon, alors vous serez chez vous en Israël au mois de mai, plusieurs concerts à l'occasion des fêtes de l'indépendance. Je crois que c'est complet sur Ashdod, mais il reste encore des places sur Tel Aviv, Jérusalem, Beersheva et Haïfa dans le nord. Faites vite Voilà. et arrêtez de m'appeler pour avoir des places. Il faudra aller réserver. Merci beaucoup Enrico Macias, c'était un plaisir de vous recevoir. Mais je rigole, je leur donne des places. Sur i24 News, merci à vous. Bon séjour, bonne continuation et donc rendez-vous au mois de mai pour cette série de concerts prévus donc à l'occasion de la fête de l'indépendance en Israël. Voilà, le Grand Direct, c'est terminé pour ce soir.